Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Chaque semaine, nous vous proposons de revivre les grandes énigmes judiciaires qui ont fait l'actualité de ces dernières années. Drames passionnels, disparitions mystérieuses ou meurtres en série, nous referons l'enquête pour vous. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Paris, le 5 octobre 1984. Germaine Petitot, 91 ans, est violemment agressée alors qu'elle rentre chez elle. C'est la première victime d'un effroyable criminel. La police arrivera-t-elle à l'arrêter avant qu'il ne poursuive sa série meurtrière ? Tacoma, dans l'État de Washington, le 9 février 1991. Kathleen Daneker meurt après avoir pris un médicament. Mais cette mort soudaine est-elle vraiment accidentelle ? Paris, octobre 1984. Le 18e arrondissement est le théâtre de violentes agressions qui visent des personnes âgées. À chaque fois, on leur dérobe leurs maigres économies avant de les tuer sauvagement. Après une accalmie, les meurtres reprennent en décembre 1985 et la police est sur le qui-vive. Qui se cache derrière ce mystérieux agresseur qui terrorise la capitale ? Ce n'est qu'en décembre 1987, après de longs mois d'enquête, que le meurtrier est arrêté. Thierry Paulin, jeune antillais homosexuel et toxicomane, avoue 18 meurtres. Le vol était-il son seul mobile ? Avait-il un complice ? Comment la police est-elle parvenue à l'identifier ? Les réponses sont dans le document inédit que nous vous proposons ce soir. L'affaire Thierry Paulin, le tueur des vieilles dames, c'est tout de suite dans Chronique criminelle. Paris, novembre 1984. 8 vieilles dames sont découvertes assassinées dans leur appartement. Elles ont été torturées, puis étranglées dans des circonstances effroyables. Chaque fois, l'agression a été très violente. Comme les autres, la dernière victime a peut-être été agressée chez elle à son retour des courses. Ben écoutez, c'est pas très rassurant. Faut se mettre à la place de ces personnes âgées. Elles n'osent plus sortir. C'est la panique. Alors que la police assiste impuissante à cette série criminelle, le ou les meurtriers vont semer la terreur parmi la population. La répétition de ces crimes laissait penser à des tueurs extrêmement sauvages. Et donc, il y a eu quelque chose qui relevait d'une sorte d'angoisse collective tout à fait impressionnante. Malgré une psychose sans précédent, il faudra 3 années d'enquête et 10 nouveaux crimes avant que la police identifie l'assassin. Son nom ? Thierry Paulin. À l'époque, une figure des soirées parisiennes. Il organise des fêtes, c'est un personnage public, on le voit au bras de certaines célébrités. Ça passe par des excès alcooliques, de produits toxiques divers, en étant aimé du tout Paris qu'il reçoit d'une manière fastueuse. Ainsi fonctionnait Thierry Paulin, à la fois artiste travesti dans les cabarets et assassin de personnes âgées. Mais qui aurait l'idée de s'intéresser à Paulin ? Personne ne peut se douter qu'il est tueur le jour et roi des nuits parisiennes la nuit. Il avait comme un double aspect, Dr Jekyll et Mr Hyde. Puisqu'il voulait être célèbre, et ben finalement il a été célèbre, mais par ses crimes. Avec une vingtaine de meurtres à son actif, Thierry Paulin restera le plus redoutable criminel en série de notre temps. Décembre 85, dans le sud de Paris. Le cadavre d'une femme de 91 ans est découvert à son domicile. Elle a été torturée. Avant d'être étouffée, ses maigres économies ont disparu. Un meurtre qui va très vite rappeler à la police d'autres crimes très similaires. Pour la brigade criminelle, c'est désormais une certitude. Un tueur en série de personnes âgées sévit dans la capitale. Mais les enquêteurs ignorent qu'il leur faudra encore de longs mois avant de pouvoir l'interpeller. Une affaire qui commence l'année précédente, dans un autre quartier. Paris, 18e arrondissement, au pied de la butte Montmartre. Nous sommes au début de l'automne 1984. À cette époque, le 18e arrondissement, qui est dans les quartiers nord de Paris, était un quartier très populaire. C'est un quartier où il y a aussi beaucoup de personnes âgées parce que
Les loyers étaient peu chers. Un secteur où le 5 octobre, en fin de journée, les secours sont réquisitionnés pour une agression mortelle sur une personne âgée. Une femme de 83 ans, Anna Pontus, veuve Barbier, qui est retrouvée étranglée dans son domicile. Et cette femme a visiblement été extrêmement malmenée, maltraitée, jusqu'à ce qu'on lui donne sa mort. Un crime d'une extrême violence. L'enquête est aussitôt confiée à Bernard Laitier. Il est policier à la brigade criminelle. J'ai été rendre visite à ma maman qui habite à côté de la Bastille. J'ai déjeuné avec elle. Et puis j'étais sur le chemin du retour lorsque, sur le pont d'Austerlitz, 20h55, je reçois un appel radio de l'état-major. Quand j'arrive sur place, je contacte immédiatement l'officier de police judiciaire du secteur, qui a été dépêché par l'état-major en premier lieu. Ce sont la gardienne de l'immeuble et des voisins qui, les premiers, ont pénétré sur place. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Madame Pontus, allongée dans son entrée, sur le dos, poignets et chevilles liés, son sac à provisions à côté de la porte. Elle a des lunettes. En soulevant les lunettes, on s'aperçoit qu'elle a un œil au beurre noir. Cette personne a subi des violences. Autre constatation, son ou ses agresseurs ont retourné l'appartement. C'est un capharnaüm, c'est inimaginable. On était incapable de voir le sol, tellement il y avait de choses réparties. Les armoires ont été vidées, il était fouillé de fond en comble. On pense tout de suite à un crime crapuleux. Pourtant, seuls 300 francs en liquide, soit environ 50 €, ont disparu. Un butin absolument ridicule par rapport à la violence de l'agression. Elle a été torturée pour avouer où se trouvaient ses économies. Un meurtre sauvage pour quelques billets de banque. Sur la porte d'entrée, pas de traces d'effraction. Pour la police, c'est peut-être une piste. La victime aurait-elle été suivie depuis l'extérieur? La gardienne a vu Madame Barbier rentrer seule avec son cabas de course vers 12h10. Alors, le plus grand des malheurs, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Aucun témoin visuel de cette personne suivie par qui que ce soit. Aucun élément. Faute de témoignages, les policiers se concentrent sur la scène de crime. Mais nous sommes au milieu des années 80. La police scientifique en est à ses balbutiements. Les procédés modernes de prélèvement ADN n'existent pas. La technique n'a pas encore pénétré l'investigation judiciaire. Il y avait une identité judiciaire qui faisait des photos, qui faisait des plans et qui faisait du relevé d'empreintes digitales. Sur place, ce procédé permet néanmoins aux techniciens de relever un indice. Ils nous informent immédiatement qu'ils ont trouvé des traces, des empreintes digitales d'une personne qui les a posées sur un miroir. Donc, dans ce dossier, nous avons a priori un élément exploitable, des traces papillaires, des empreintes. Des empreintes digitales laissées sur ce miroir chez Madame Pontus, veuve Barbier. Sans doute celle de son meurtrier. On a comparé, bien sûr, d'abord avec les gens qui étaient déjà connus des services de police. Au fur et à mesure que les gens étaient interpellés, c'était systématiquement comparé avec la trace qui avait été retrouvée. Hélas, on ne trouve pas ces empreintes dans le fichier de la préfecture de police. Donc on a des empreintes exploitables, mais a priori, personne dans notre fichier n'est connu avec ces empreintes. Pour les enquêteurs, le mobile est clair, c'est l'argent. Le crime est d'une telle cruauté qu'il ne peut être l'œuvre que d'un individu particulièrement dangereux. Un prédateur qui peut frapper partout et à tout moment. A priori, on a l'impression qu'on cherchait que de l'argent liquide ou des bijoux. Le tueur vient pour voler. Si par chance pour lui, il n'est pas vu par un témoin, il tue, il s'en va et c'est fini. Mais ce qui inquiète le plus les policiers, c'est l'ultra-violence de cet agresseur. Car ils sont persuadés qu'il va récidiver. 4 jours plus tard, alors qu'ils sont encore mobilisés sur le premier crime, nouveau meurtre de vieille dame dans le nord de Paris.
Suzanne Foucault, 89 ans, est retrouvée chez elle, rue Nicolet. Donc là, on n'est pas très loin de Montmartre, encore une fois. Assassinée, un sac en plastique sur la tête. Ligotée, avec des fils que l'on trouve de lampes. C'est une désolation. L'appartement est mis à sac, littéralement. Tous les tiroirs ouverts, tout ce qui pouvait être à l'intérieur, fouillé. Ce que craignait la brigade criminelle vient de se confirmer. Cet octogénaire a vraisemblablement croisé le ou les mêmes assassins. Agression d'une personne âgée, rentrant de faire ses courses, aucune effraction sur la porte d'entrée. Comment ne pas faire un rapprochement? Même secteur, même mode opératoire. Bernard Lethier comprend immédiatement qu'ils ont affaire à une répétition du crime. Pour les inspecteurs en charge de ces deux meurtres, c'est désormais certain. Un ou plusieurs agresseurs s'attaquent à des vieilles dames dans le secteur du 18e arrondissement de Paris. Et début novembre, rebelote, 60 boulevard de Clichy, Madame Sei Caresco. C'est une institutrice en retraite, c'est une femme extrêmement active qui continue à donner des cours. C'est une figure du quartier que l'on retrouve à l'intérieur de son domicile, massacrée, rouée de coups. C'est la troisième séquestration mortelle de personnes âgées en 4 semaines. Visiblement, les lieux ont été visités de fond en comble pendant que l'on torturait la victime. D'après les enquêteurs, tout se serait passé en moins de 10 minutes. Il est donc impossible que le meurtrier ait agi seul. Ils en déduisent assez rapidement que les agresseurs sont au nombre de 2. Le fait que les personnes étaient ligotées pour certaines, qu'il y avait des fouilles d'appartements. Acte de torture, mise à mort par strangulation, 2 hommes dont le mode opératoire va orienter la police vers une hypothèse. Il y a une espèce de déchaînement, de violence, de rage de la part des auteurs qui peut coller d'ailleurs avec une violence d'un toxicomane en manque. Hein. C'est sûr qu'on commence à se poser des questions. Et les toxicomanes, pour payer leur dose, ont besoin d'argent liquide. La piste des drogués en état de manque. Un scénario d'autant plus crédible que ces 3 crimes ont tous été commis à proximité immédiate du quartier de Pigalle. À l'époque, l'un des endroits les plus criminogènes de la capitale. Pigalle et Barbès c'était 2 secteurs particulièrement chauds où les vendeurs de stupes sévissaient à peu près dans de nombreux carrefours. Et donc là, les policiers se trouvent confrontés à des types qui n'ont aucune humanité, qui sont probablement des toxicomanes, qui sont capables, pour 300 francs, de torturer une vieille dame qui aurait pu être leur grand-mère. Pourtant, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. 2 jours seulement après ce dernier meurtre, Alice Benaïm, 84 ans, est découverte étranglée dans le 18e. Un 4e crime, encore plus sordide que les précédents. Ils lui ont fait avaler, ils lui ont fait boire du Destop. On retrouve la bouteille vide à côté, la bouteille de Destop. C'est un truc pour déboucher les bidets ou les éviers. Imaginez les atroces douleurs qu'elle a dû subir. On franchit un degré dans la violence. Élément extrêmement important, on trouve des empreintes, des traces papillaires qui correspondent à celles retrouvées dans le dossier de Madame Barbier. Anna Barbier, la toute première victime. Au total, 4 crimes identiques, peut-être signés par les mêmes toxicomanes. Et bientôt un 5e, 24 heures plus tard, toujours dans le 18e arrondissement. Le lendemain, on retrouve le corps de Marie Choix, 80 ans, dans le même quartier, à quelques encablures de là. C'est extrêmement difficile à vivre dans la mesure où, quand tous les jours vous prenez une affaire avec une personne âgée qui meurt, c'est dramatique. Vous rentrez dans l'appartement, vous voyez 2 pieds qui dépassent entre un matelas et un sommier. Sa jupe est relevée, et on saura pourquoi. Elle cachait ses économies dans son corset, elle avait une petite pochette qui était cousue. Elle gardait l'argent sur elle. On est vraiment dans une escalade de l'horreur, une escalade de l'atrocité. À ce stade, il n'est plus une journée sans qu'un nouveau crime soit commis. Et cette effroyable série ne fait en réalité que commencer. Dès le lendemain, c'est au tour d'une retraitée de 75 ans d'être assassinée chez elle.
C'est ce meurtre, le 6e en un mois, qui va déclencher une véritable psychose. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. Chaque fois, l'agression a été très violente. Comme les autres, la dernière victime, Maria Mico Diaz, a peut-être été agressée chez elle à son retour des courses. J'ai même appelé, je dis, Maman Nico, répondez-moi. Si vous ne me répondez pas, je vais aller chercher la police. Ils ont ouvert la porte, oui. Vous êtes entré? Ah non, moi, je n'ai pas rentré. J'avais demandé après et il m'a dit, non, 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 c'est pas beau à voir, elle a été poignardée. Il y a 28 ans que j'habite là, j'ai jamais eu peur. Mais alors là, je ne vis plus. Hein. On demande des commissariats, ils nous en mettent même pas. 9 novembre 1984. Toute la population découvre le drame des 6 vieilles dames assassinées. Une soudaine médiatisation que les enquêteurs n'avaient pas anticipée. Les journaux évoquent même l'existence de la fameuse empreinte digitale. Le seul et unique indice dont dispose la police. Chose qu'on avait cachée jusqu'à présent. Et maintenant, un élément essentiel de notre dossier sur la voie publique. Je peux vous dire que ça ne nous fait pas plaisir. Ça commençait à prendre une réelle importance et quand les médias, et notamment la télévision, s'emparent d'une affaire, ça met une certaine pression. Les médias se déchaînent, il y a une série de meurtres non solutionnés. À titre personnel, par exemple, j'ai une maman qui a 80 ans. C'est une victime potentielle. Il faut se mettre à la place de ces personnes âgées. Elles n'osent plus sortir. C'est la panique. Panique sur le 18e. Depuis les rues de Pigalle jusqu'à la butte Montmartre, c'est presque tout le nord de la capitale qui retient son souffle. Ce qui n'empêche pas les tueurs de continuer à sévir. 3 jours plus tard, Jeanne Laurent, 80 ans, est étranglée dans le même arrondissement. Cette femme est retrouvée exactement dans les mêmes circonstances que les précédentes. C'est la même violence, c'est le même acharnement, le même sadisme. Ce crime, le 7e de la série, va signer le point de départ d'une folle journée. Celle du 12 novembre 1984. Une date qui va donner à toute cette affaire une dimension exceptionnelle. La nouvelle du meurtre vient de se propager dans tout le quartier. Les vieilles dames sont les proies des voyous. Tant que le préfet de police et le ministre de l'Intérieur ne prendront pas leurs responsabilités en maintenant les effectifs, et bien voilà ce qui se passera. On n'est pas entendu et on nous traite d'excités quand on dit la vérité. Ben écoutez, c'est pas très rassurant. J'ai 82 ans, j'ai pas peur. Parce que j'aime mieux vous dire que si jamais ils viennent à la maison, ben oui, t'as reçu. Premièrement parce que j'ai un chien, et deuxièmement, je suis pas manchotte. C'est ça qu'on peut pas faire. C'est taper, on n'a plus la force. Quand on commence à vieillir. C'est ça. Mais ça ne fait rien, faut pas avoir peur quand même. On les aura, hein. À la levée du corps de la victime, la population est en effervescence. Une situation tellement explosive que les plus hautes autorités de l'État ont fait le déplacement. C'est tout simplement du jamais vu. Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur à l'époque, est dépêché sur place pour rassurer la population. Avec une véritable psychose qui s'installe dans le quartier. Les personnes âgées ont peur de sortir. Mais que fait la police? Comment est-il possible qu'au 7e crime, vous n'ayez toujours pas arrêté les assassins? Et ce n'est pas terminé. Le même jour, seulement 3 heures plus tard, un nouveau crime est signalé dans le même secteur. On est encore dans le 18e à discuter et ce vent de révolte qui gronde, que dans le 17e arrondissement, juste à côté, du côté de la porte de Clichy, on découvre une autre femme assassinée à l'intérieur de son domicile avec la même signature du criminel. Et je me souviens très bien de ce cercueil qui est sorti. Les gens du quartier commencent à hurler leur colère. La peine de mort! La peine de mort! La peine de mort! Nous sommes 3 ans seulement après l'abolition de la peine capitale. L'opinion publique est en état de choc. Avec 8 meurtres non élucidés en moins de 5 semaines, la police est sous pression maximale. C'était pour les enquêteurs extrêmement difficile de s'apercevoir que la série continuait et qu'on n'était pas en capacité de l'endiguer. 2 dans la même journée, ça faisait beaucoup, beaucoup trop. Alors que la psychose atteint son paroxysme, une réunion est organisée par la mairie du 18e. Sur place,
près de 3000 personnes âgées qui résident dans cet arrondissement. Elles sont terrorisées à l'idée de croiser la route du ou des assassins de vieilles dames. La répétition de ces crimes laissait penser évidemment à des tueurs extrêmement sauvages. On avait l'impression qu'ils allaient continuer sans pouvoir être interpellés, et donc il y a eu quelque chose qui relevait d'une sorte d'angoisse collective tout à fait impressionnante. Un message auquel les autorités répondent par la fermeté. Mais pendant que les CRS quadrillent tout le 18e arrondissement, les hommes de la brigade criminelle, eux, n'ont plus qu'une seule chose à espérer. Que les tueurs finissent enfin par commettre une erreur. Quai des Orfèvres, début de l'année 85. La terreur n'est toujours pas retombée. La police piste toujours les auteurs des 8 meurtres de personnes âgées. Des dossiers dans lesquels aucun élément n'est laissé au hasard. La date des faits présumés, les objets susceptibles d'avoir été volés, parce que c'est pareil. Si on a des objets volés, peut-être qu'on va pouvoir, à travers ça, avoir des éléments matériels. On ne néglige rien. Résultat, néant. Pour la prestigieuse brigade criminelle, l'échec est total. C'est un moment très particulier de l'histoire du 36 du Quai des Orfèvres. Un moment qui a marqué la carrière de tous les policiers qui se sont investis sans compter pendant des mois. Et de ne pas aboutir, c'est vraiment très très dur. Or, à ce moment-là, il n'y a rien, il n'y a aucun signalement, il y a une empreinte digitale, c'est tout. Unique solution pour les enquêteurs, identifier à tout prix cette empreinte isolée sur 3 des 8 scènes de crime. Et pour cela, ils ne disposent que des moyens techniques de l'époque. Chaque service régional de police judiciaire a son propre fichier d'empreintes digitales. La façon de traiter les empreintes était différente entre Paris et la province. Rien n'est centralisé. On est sur Paris, on compare à Paris. À Paris, ces traces ne sont pas connues. Un véritable travail de fourmi que la police judiciaire va poursuivre pendant plusieurs mois, sans aucune avancée significative. À l'été 85, plusieurs interrogations demeurent pour les policiers. Pourquoi cette empreinte ne figure-t-elle dans aucun fichier? Et surtout, pourquoi les crimes se sont-ils interrompus en novembre 1984? Voilà plus de 6 mois maintenant qu'aucune vieille dame n'a été assassinée. Quand une série comme ça s'arrête, on se demande pourquoi. Est-ce que l'auteur a été emprisonné? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est parti à l'étranger? On recherche, mais on n'a pas, la police n'a pas suffisamment d'éléments. Donc, on est véritablement dans le brouillard. Il faut le reconnaître. Les dossiers ne sont pas clos, hein. Ça continue. On a un peu plus on a moins la pression parce que ça s'est calmé. Mais on n'a qu'une hantise, c'est que ça recommence. Et ce que redoutaient les policiers va hélas finir par se produire. Le 20 décembre 85, soit 1 an après le dernier crime du 18e. Nouvelle agression sur une personne âgée, cette fois dans le 14e arrondissement. Le mode opératoire semble assez semblable à ce que nous avons connu en novembre 84. Une différence toutefois, la victime n'est pas entravée et ne semble pas avoir subi de violence autre que la strangulation. Un scénario qui se répète après plus de 12 mois d'interruption. Le cauchemar de 1984 est peut-être en train de recommencer à l'autre bout de la capitale. Le fait qu'on retrouve une autre affaire dans le 14e devenait préoccupant parce que non seulement on n'avait pas compris pourquoi il y avait eu presque 1 an d'interruption, mais en même temps on ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup ça se déplaçait dans le 14e arrondissement. La conviction se fait jour, sans aucune certitude, qu'on retrouve le ou les auteurs de 84. Ce doute ne va pas durer bien longtemps. 2 semaines plus tard, c'est la douche froide pour les enquêteurs. 2 crimes, à peu près identiques, sont perpétrés dans le 14e. Au total, 3 nouveaux meurtres de vieilles dames dans le même quartier. Visiblement, sur les 3 dossiers, le criminel intervient probablement seul. Alors qu'on était persuadé avant qu'ils étaient 2, là, il semble être seul. Il tue plus vite
et sans torture. Une nouvelle série de meurtres où le tueur commet enfin un faux pas. Il laisse un indice majeur sur son passage. Sur la troisième scène de crime, il y a une empreinte qui est relevée et cette empreinte correspond à celle qui a été relevée dans le 18e arrondissement. On sait qu'il a à nouveau frappé, les gens sont inquiets, ça va parfois être dans le 14e, mais ça va parfois être ailleurs. Au début de l'année 86, le décompte macabre finit même par s'emballer. Encore 2 vieilles dames découvertes assassinées aujourd'hui, avec à chaque fois d'étranges ressemblances entre les meurtres. Même scénario hier dans le 5e arrondissement. Dans les 2 cas, il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes d'entrée. En haut lieu, à la direction de la police judiciaire, on est très inquiet parce que c'est terrifiant d'avoir 15 dossiers criminels non élucidés alors qu'on sait que c'est le même auteur et qu'il va continuer à tuer. Déjà 15 victimes en tout depuis 1984 et bientôt une 16e. Le 14 juin, une septuagénaire est étranglée à son domicile. Voilà plus d'1 an et demi maintenant que la série noire a commencé. Pourtant, du côté des policiers, l'enquête plus que jamais est au point mort. Il faut coûte que coûte élargir les recherches. Début juin 86, je vais envoyer des albums de relevés des traces papillaires qu'on a retrouvés sur nos lieux aux 21 SRPJ de France. Début juillet, on va franchir encore un palier par l'intermédiaire d'Interpol. On va demander comparaison de nos traces papillaires aux pays européens limitrophes, plus aux 3 pays du Maghreb. Des efforts déployés partout en France et à l'étranger, mais toujours rien. Les enquêteurs sont au bord du découragement. Quand cette 2e série de meurtres va elle aussi s'interrompre d'un seul coup à l'été 86. S'il a arrêté, c'est que peut-être il est emprisonné. On ne songe absolument pas à rechercher au sein de la prison ce qui pourrait éventuellement nous permettre de retrouver les empreintes. Une erreur d'appréciation qui sera fatale à la suite de l'enquête. En effet, parmi les détenus et autres délinquants auxquels la police aurait pu s'intéresser, figurait un certain Thierry Paulin. Homosexuel et toxicomane notoire, ce jeune marginal est alors impliqué dans une sombre affaire de stupéfiants. Paulin est arrêté pour avoir cassé la tête d'un vendeur de stupes à coups de batte de baseball. Lors de son incarcération, le nommé Paulin va profiter d'un grave dysfonctionnement judiciaire. On ne fera pas son signalement, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas ses empreintes digitales en prison. Le système n'a pas correctement fonctionné. Le système correct, c'est le déferrement, la prise d'empreinte et la présentation devant le magistrat. À la fois drogué et ultra-violent, Paulin avait pourtant le profil de ce tueur de vieilles dames. De cet assassin que la police recherche alors désespérément. Paulin a une chance absolument hallucinante, incroyable. On ne prend pas ses empreintes, il est dans le Val-de-Marne et il va être libéré pour bonne conduite à l'été 87. Il ressort après 1 an passé sous les verrous. Les policiers sont loin d'imaginer que l'homme qu'ils traquent depuis si longtemps vient d'être relâché dans la ville. Ni que ce personnage à multiples facettes n'a pas fini de leur échapper. Septembre 87. Voilà 3 ans que la brigade criminelle piste le ou les tueurs de vieilles dames. Thierry Paulin, lui, vient de quitter la prison de Fresnes. Sitôt libéré, cet homme, qui n'est donc pas fiché, retourne à ses 2 grandes passions, la consommation de cocaïne et la fréquentation des soirées branchées. Paulin devient un des acteurs de la nuit parisienne et il pense percer dans le spectacle. Il a un certain goût pour l'habillement, et il est un petit peu distingué, enfin il sort de l'ordinaire. À 23 ans, Paulin ne cache pas son homosexualité. C'est même une vedette dans certains milieux. Il organise des fêtes, c'est un personnage public, on le voit au bras de certaines, entre guillemets, célébrités. Archi connu du monde de la nuit parisienne.
On est dans les années 84, c'est les folles nuits du Palace. Une sorte d'univers festif où il tranchait, où on le remarquait, où il dépensait des sommes folles. Vous avez besoin de briller et d'épater la galerie. C'est coûteux et dispendieux, donc vous avez besoin de beaucoup d'argent. Avec Paulin, l'argent coule à flot, sans que nul n'en connaisse la provenance. Les gens qui font la fête et à qui ils financent la fête sont ravis. Hein. Ils n'ont pas de raison de s'interroger. Hein. Personne ne se posait la question. Personne ne se posait la question. Il est un autre secret que les proches de Paulin ignorent. Une maladie que lui-même a découverte en prison. Il a appris qu'il était séropositif, qu'il était atteint du virus du sida. Et à cette époque-là, il s'en sortait pas, il n'y avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Condamné pour condamné, il vivait la vie au jour le jour. Il flambait. Ça passe par des excès alcooliques, de produits toxiques divers, en étant aimé du tout Paris qu'il reçoit d'une manière fastueuse. Un univers interlope, des plaisirs toujours plus transgressifs. Il n'est pas une nuit sans que la clientèle des discothèques ne croise la route de Thierry Paulin. Ça va être le fameux look que l'on va découvrir, en fait, où il se teint les cheveux en blond et il a un diamant à l'oreille. C'est comme s'il faisait tout pour qu'on le remarque. Hein. Il a un look d'enfer. Une apparence que Paulin a toujours cultivée dans les soirées. Comme ici, lors d'un défilé de mode qu'il avait organisé au célèbre cirque d'hiver à Paris. Les policiers, eux, ignorent que leurs suspects se pavanent dans les lieux branchés, plus flamboyants que jamais. Mais qui aurait l'idée de s'intéresser à Paulin et qui a l'idée de faire le rapprochement? Personne ne peut se douter qu'il a cette espèce de double casquette, qu'il est tueur le jour et roi des nuits parisiennes la nuit. Et il avait, comme parfois des meurtriers, un double aspect, hein, Dr Jekyll et Mr Hyde. Un double visage que les policiers qui enquêtent sur les meurtres de vieilles dames ne sont pas près de percer. Car ils sont encore impuissants lorsque, fin 87, 2 mois après sa sortie de prison, Paulin va reprendre du service. Il pense qu'il est un esprit supérieur. Il ne sera jamais pris. Hein? Jamais on ne l'arrêtera. Donc il n'a... Pourquoi prendre des précautions? Pourquoi faire? Et là, il va continuer à tuer. Il va continuer à tuer. Cette fois-ci, c'est dans le 10e arrondissement. Il va commettre 2 crimes abominables de vieilles dames. L'une des victimes, une veuve, est découverte étranglée dans son logement. Geneviève Germont vivait seule près de la gare du Nord. C'est le 18e crime commis exactement dans les mêmes conditions. Or, pour la première fois, l'enquête n'est pas confiée à la brigade criminelle, mais à la BRB, un autre service de police dirigé par le commissaire Jean-Marc Bloch. La brigade de répression du banditisme est parfois saisie d'homicides dont la cause est le vol. Et elle est retrouvée morte à son domicile, un oreiller sur la tête, etc. Le code opératoire fait bien sûr penser qu'il s'agit du même tueur. À partir de là, la BRB va s'intéresser à d'autres affaires où le même suspect serait impliqué, dont une agression sur une vieille dame signée Thierry Paulin dans le même quartier. Il pense l'avoir étouffé, il pense que c'est terminé, il s'enfuit. Paulin est persuadé que sa victime est morte, mais elle survit miraculeusement et parvient à témoigner. Et forcément, un garçon qui est noir de peau avec des cheveux blonds et un diamant à l'oreille, bon, ça ne passe pas inaperçu et elle va faire ce portrait. Il a eu tellement la baraka qu'il prend des risques maintenant. Il est témoin. Et ce n'est pas terminé. Quelques jours après, Paulin va enfin commettre cette erreur que les policiers espéraient depuis 3 ans maintenant. Ce jour-là, il est sur le point d'étrangler une retraitée dans le sud de la capitale. La victime hurle, met son agresseur en fuite. Le fils de la gardienne d'immeuble qui était dans la loge entend les cris, grimpe les escaliers et croise l'agresseur qui dévale l'escalier. Tout se passe en quelques secondes. Mais ce témoin providentiel a mémorisé le visage de l'agresseur. Il ressemble à l'un des sportifs les plus célèbres des années 80. Individu coiffé à la Carl Lewis.
Alors là se précise le portrait. Là c'est fiable, on a quelque chose de précis. Qui ne connaît pas Carl Lewis, hein. Une allure reconnaissable entre toutes. Reste maintenant à localiser ce tueur des vieilles dames. Le commissaire Bloch décide alors d'établir une synthèse de toutes les informations en sa possession. Un Antillais, assez grand, mince, souple, assez à l'aise, avec les cheveux blonds, les cheveux frisés blonds. Et puis on arrive à avoir un petit portrait quand même, quelque chose d'un peu cohérent qui se dessine. On note tout ça sur une feuille de papier, c'est moi qui suis à la machine. On a cette idée de dupliquer ce papier et de le faire porter par motard dans tous les commissariats de Paris et de banlieue. Tout fonctionnaire de police qui croiserait l'individu est prié d'une part de l'interpeller, d'autre part d'aviser la BRB. Ce ne sont que quelques lignes rédigées à la hâte sur une circulaire de police. Et pourtant, c'est par ce simple document écrit que le miracle va se produire. 3 jours à peine après sa diffusion dans toute la région parisienne. Et mon collègue Francis Jacob, commissaire de la Porte Saint-Denis, est devant son commissariat le 1er décembre lorsqu'il voit venir face de lui un individu dont il a lu le portrait de 2 heures avant. Tout de suite, il flash. Coup de chance et réflexe, dans une petite rue du 10e arrondissement, un commissaire intercepte un suspect. Je lui ai présenté ma carte professionnelle, lui expliquant que j'étais le commissaire du quartier et que je sollicitais voir ses papiers. Tout en conservant sa carte d'identité entre les mains, je lui ai demandé de me suivre au commissariat, ce qu'il a fait sans difficulté. L'homme, c'est Thierry Paulin. Il vient d'avoir 24 ans. Sur le moment, ce commissaire de quartier est loin de se douter qu'il vient de mettre la main sur l'un des pires criminels de notre époque. Un suspect dont les aveux resteront gravés dans l'histoire judiciaire. « 1er décembre 1987. Le nommé Paulin, Thierry, vient d'être conduit au poste par le commissaire Jacob. Le policier contacte la brigade de répression du banditisme. Je suis à mon bureau et je reçois le coup de fil d'un de mes collègues qui me dit, en revenant de déjeuner, j'ai croisé un type qui correspond à un Antillais aux cheveux blancs, assez grand machin. Bloch envoie des mecs à lui récupérer le black suspect. Il le ramène à la BRB, il l'emmène à l'identité judiciaire. Objectif, comparer ses empreintes digitales avec celles découvertes sur chacune des 3 vagues de meurtres. Celle de 84, celle de 86 et celle de l'automne 87. Après tant d'échecs et de déceptions, c'est le moment de vérité. Paulin est parfaitement détendu. En fait, il ne pense pas une seule seconde qu'il va être confondu. Ils prennent ses empreintes digitales et assez rapidement, ils vont faire les comparaisons. Et là, bingo, ça match. Prévenu, le commissaire Bloch a du mal à y croire. Il rappelle l'identité judiciaire. Je dis, écoute, tu recommences, tu refais comme, etc. Il dit, mais non, je suis sûr. Ça fait rien, tu recommences quand même, tu refais la comparaison, parce que je vais être sûr à 200%. Il refait, il me dit, non, non, c'est du 200%, ce sont les bonnes empreintes. Il y a un sentiment très fort à ce moment-là. Hein. Est-ce que vous imaginez, ça fait 3 ans qu'ils cherchent ce type. Ça fait 3 ans qu'ils cherchent à mettre un nom sur les empreintes digitales qu'ils ont dans leur fichier. C'était un soupir de soulagement pour tout le monde, puisque ça faisait des années qu'il tuait et qu'il étranglait des personnes âgées et que finalement la police passait à côté de lui. Il est immédiatement placé en garde à vue, il est entendu tant par la BRB qu'évidemment par la brigade criminelle qui a quand même une masse de dossiers considérable. Paulin est d'abord interrogé par la BRB. Malgré des preuves irréfutables, comme ses empreintes, la PJ espère obtenir des aveux. Une nouvelle fois, le comportement de Paulin va surprendre les policiers. Car c'est très spontanément, sans aucune résistance, que le jeune homme va se confesser. Comme on est saisi de l'assassinat, enfin du meurtre de la veuve Germont, j'entends Thierry Paulin sur cette affaire-là. C'est évident qu'il se souvient de tout, ça date d'il y a 4 jours, 3 jours ou 4 jours, hein, très facilement. Il me raconte l'assassinat de la veuve Germont qui est tout frais, que c'était pour lui voler de l'argent, qu'il a besoin d'argent. Il raconte ça, comme moi je vous dirais, je suis allé acheter une baguette de pain ce matin. Il est dénué de tout affectif. D'après ses déclarations sur procès-verbal, l'argent du crime a été dilapidé le soir même dans une discothèque. Le policier est stupéfait par la froideur extrême avec laquelle Paulin vient de lui raconter son dernier meurtre. Et pourtant,
le personnage est loin de lui être désagréable. Ben, il n'est pas agressif du tout. Je vais vous dire, en rentrant chez moi le soir, je dis à ma femme, il est plutôt sympa ce mec. Et là, je suis passé pour un monstre. Aux yeux de ma femme, je suis passé pour un monstre. Mais c'est vrai que quand il parle, il a plutôt un bon contact avec les gens, il est plutôt avenant, comme on dit, et plutôt sympathique. Un type avec un charisme, un vrai charisme, un type intelligent. Et si honnêtement il a émis son intelligence au service du bien, ce type aurait probablement pu monter une boîte dans le show business et gagner beaucoup d'argent. Quai des Orfèvres, 1er décembre 87. Après ses aveux dans le dossier Germont, Paulin est transféré dans les locaux de la brigade criminelle. Il faut encore l'interroger sur tous les autres meurtres de personnes âgées. Les policiers ont en face d'eux un criminel hors norme qui va avouer avec un certain nombre de précisions. Il raconte assez bien la manière dont il commet ses homicides, quand il appuie sur le cou parce qu'il étrangle ses victimes. Bah, les dames âgées, dans son esprit, elles ne servent plus à rien, donc les tuer, c'est pas très grave. C'est des vieilles dames, elles sont fatiguées, elles allaient bientôt mourir, donc ça change pas grand-chose. Pas d'état d'âme particulier, pas de repenti, pas de... Non. Il allait au boulot, hein. Il allait au boulot. C'est terrible à dire. Un prédateur impitoyable qui, au fil des auditions, paraît se délecter du récit de ses crimes. Il se rappelle de tout, rigoureusement de tout. Je pense qu'il y a une certaine fierté de se dire que toutes ces années ont passé, qu'on ne l'a pas trouvé, qu'il a réussi à duper tout le monde. Et je crois qu'il y a une espèce de jouissance perverse là-dessus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y avait Landru, il y avait le docteur Petiot, il y aura peut-être désormais Thierry Paulin. Thierry Paulin, c'est ce jeune homme qui vient d'être arrêté et qui, à cette heure, a déjà avoué 14 crimes de vieille dame depuis 3 ans. Les policiers... 2 décembre 87. Alors que la France entière découvre le nom de l'assassin, les interrogatoires de Paulin se poursuivent au quai des Orfèvres. Une confession qu'il n'achèvera qu'au lever du jour. Et de mémoire de journaliste, j'ai jamais vu, que ce soit au quai des Orfèvres ou ailleurs, un individu qui, dans la même nuit, s'allongeait sur 21 crimes. 21 crimes. On savait que c'était quelque chose d'exceptionnel, qui nous avait donné aussi énormément de fil à retordre et pour lequel on avait fait nous-mêmes un travail exceptionnel. Mais pour la brigade criminelle, il reste encore une interrogation majeure. Les policiers, depuis le début, sont persuadés, pour la première partie de ces crimes, qu'il a un complice. Ils sont 2, parce qu'a priori, les agresseurs restent assez longtemps à l'intérieur de l'appartement. Il y en a un qui fouille, l'autre qui torture. Parmi ces 8 premiers meurtres, commis en 84, celui d'Alice Benaïm, cette grand-mère que l'on avait forcée à avaler du Destop. Paulin est réinterrogé par les enquêteurs. Je m'étais procuré un flacon de soude caustique, flacon jaune, que j'avais posé sur un bureau, me jurant de croiser son regard lorsqu'il verrait ce flacon. Et puis on discute, et puis à un moment je lui dis « Et ça, qui c'est ? C'est pas moi, qui c'est ?» C'est là que Paulin lâche le nom de son complice. Jean-Thierry Mathurin a 22 ans. C'était son compagnon à l'époque de ces meurtres. Évidemment, les policiers vont aller interpeller Jean-Thierry Mathurin. Et face aux déclarations de son ancien amant et accessoirement de son complice, Mathurin va lui aussi passer aux aveux. Il va tenter de minimiser sa responsabilité. Jean-Thierry Mathurin me dit que lui n'a jamais frappé ces personnes, qu'en fait, lui, il les ligotait et il fouillait. Thierry Paulin était persuadé qu'il y avait de l'argent caché. Il fallait absolument frapper ces personnes pour leur faire avouer où était cet argent. 2 hommes que les enquêteurs auraient pu coincer dès novembre 84. En pleine psychose, alors que la police quadrillait le quartier. Il s'en est fallu de quelques dizaines de mètres seulement. Il n'a vraiment pas eu de chance. Quand ils opéraient sur le 18e, ils logeaient à l'hôtel Victor Massé dans le 9e. 100 mètres du boulevard de Clichy. Sauf qu'à l'époque, les contrôles d'identité avaient été limités au seul 18e arrondissement. On faisait des opérations sur le 18e, au nord du boulevard de Clichy. Ils étaient à 100 mètres au sud.
Si on avait retrouvé à cette époque Paulin et Mathurin, on aurait relevé leur empreinte. Et là, sans doute que les empreintes auraient fait tilt beaucoup plus tôt. La présence policière les a évidemment refroidis. Ils lisent les journaux, ils regardent la télévision, ils écoutent la radio, ils savent qu'ils sont recherchés. C'est sans être inquiétés que Paulin et Mathurin quittent Paris, ensemble, après leur 8e crime. Direction le sud-ouest de la France. Les deux amants s'y cacheront pendant 1 an sans se faire remarquer. L'année où aucun crime semblable ne sera commis dans la capitale. Et puis, fin 85, ils se fâchent. Ils se séparent. Ils pensent que la situation s'est un peu apaisée pour chacun d'eux et ils vont remonter à Paris, mais chacun de son côté. On perd la trace de Mathurin qui, a priori, a cessé les agressions. On suit par contre celle de Paulin. Paulin, qui pendant 2 années supplémentaires va poursuivre seul son itinéraire criminel. En tuant une dizaine d'autres personnes âgées un peu partout dans Paris. Au total, Thierry Paulin sera inculpé pour 18 des 21 meurtres qu'il a reconnus en garde à vue. Il se peut que 2 ou 3 homicides soient passés pour étant des morts naturelles, ou je sais pas quoi, ça peut arriver, enfin bref, à mon avis, il en a commis un peu plus que les 18 sur lesquels il est formellement accroché, si j'ose dire. 18 meurtres crapuleux, et peut-être davantage. Alors comment, derrière ce jeune homme si charismatique, pouvait se cacher un tel criminel en série ? Comme il le raconte lui-même lors de ses auditions, Thierry Paulin est né en 1963 à Fort-de-France, en Martinique. Il part assez vite de son enfance, des choses qui l'ont traumatisé dans la vie. Thierry Paulin, bon, c'est le fruit d'un couple qui s'est séparé. La mère reste aux Antilles, le père est à Toulouse, il s'est remarié. Alors à l'âge de 13 ans, il va faire la connaissance de son père en arrivant en métropole et il va s'installer à Toulouse. À l'adolescence, on constate qu'il bascule dans une activité de petit délinquant, de marginal. Menu larcin, absentéisme scolaire, sans autre expérience qu'une formation d'apprenti coiffeur, Thierry Paulin quitte Toulouse en 1983. Il a tout juste 20 ans. Tout à fait naturellement, il va monter à Paris, comme on dit, et là, il n'a pas beaucoup de bagages pour arriver à s'affirmer. Mais il va développer ses tendances artistiques, chant, danse. D'après ses propres déclarations devant la police, Paulin nourrit même une grande ambition. Le projet de Thierry Paulin, c'est de créer un spectacle de travestis. C'est un besoin de reconnaissance et un besoin de revanche sur la vie. Et il est absolument persuadé que la gloire est au bout et que cela va être absolument fantastique. Un personnage fantasque, dont le destin allait croiser celui d'un jeune Guyanais de 18 ans. Il s'appelle Jean-Thierry Mathurin. Ils se sont connus au Paradis Latin à l'époque où Mathurin était serveur. Et ils rêvent l'un comme l'autre de devenir des stars. Ils sont noirs tous les deux, ils ont une enfance malheureuse tous les deux, ils sont homosexuels tous les deux. Ils ont un peu la même origine, ils ont la même sensibilité. Bon, bah, ils vont former un couple. Entre eux, c'est même le coup de foudre. Pendant des mois, le couple écume toutes les soirées de la capitale. Des discothèques à la mode aux planches des cabarets, c'est là que Thierry Paulin se donne parfois en spectacle. Sur scène, habillé en femme. Il chantait tout doucement, tout doucement. Il était plutôt de bonne qualité, quand même incroyable. Il y a vraiment les deux versants, hein. Il y a l'artiste un peu olé olé, plutôt attachant d'ailleurs, et de l'autre, le tueur froid, déterminé, sadique, dénué d'humanité. Thierry Paulin, un cas sans équivalent dans l'histoire du crime. Sa folle épopée meurtrière démarre à la fin de l'été 84, où il a dépensé sans compter. Il veut attirer l'attention et dès qu'il a de l'argent, il invite, il offre des bouteilles de champagne et il veut être reconnu comme un artiste et comme une star. Pourtant, lui et Mathurin, qui vient de perdre son emploi, vivent dans leur modeste hôtel meublé proche du 18e arrondissement.
Une période où les spectacles de Paulin ne suffisent plus à financer le train de vie de ce couple très dépensier. Paulin suggère le vol à l'arraché, traditionnel. Quand il avait besoin d'argent, il allait se procurer de l'argent facile près d'une personne qui ne savait pas se défendre, qui ne pouvait pas se défendre, âgée. Et très vite, ils vont se rendre compte qu'il y a peu d'argent dans les sacs des vieilles dames. On s'expose, on est visible, on est au vu, au su de tout le monde. Beaucoup trop risqué. Paulin décide alors de changer de mode opératoire. En compagnie de Mathurin, il va suivre dans la rue, séquestrer, puis assassiner plusieurs vieilles dames, principalement dans le 18e. La première série de crimes, la série de 84, on est allé au bout de l'horreur. On a véritablement des actes atroces, de torture, de barbarie. Il se retrouvait dans un appartement avec une personne particulièrement vulnérable, il prenait aucun risque. Donc il jouait sur du velours. Octobre-novembre 84, le bilan, c'est 8 crimes abominables en 5 semaines. Une frénésie meurtrière que Paulin poursuivra seul l'année suivante et qui lui permettra d'accéder à cette notoriété dont il rêvait tant. C'est toujours l'apanage des grands criminels, et c'était le cas de Paulin, qui était quand même très fier d'être le grand criminel du XXe siècle. C'est devenu une espèce de célébrité, puisqu'il voulait être célèbre, et bien finalement il a été célèbre, mais par ses crimes. Au printemps 89, moins de 15 mois après son arrestation, Thierry Paulin est hospitalisé dans un état grave. Sa maladie, le sida, s'étant brutalement déclarée, il n'y survivra pas. On avait dit à l'époque que la justice de Dieu avait été plus rapide que celle des hommes. L'assassin présumé de 18 vieilles dames, Thierry Paulin, est mort la nuit dernière à l'hôpital de Fresnes. Depuis une quinzaine de jours, on savait que Thierry Paulin était dans un état désespéré, malade du sida. L'un des plus dangereux tueurs en série de notre époque vient de disparaître. Il n'avait que 25 ans et ne répondra jamais de ses crimes. Son amant et complice, Jean-Thierry Mathurin, sera seul sur le banc des accusés. Jean-Thierry Mathurin, après la mort de Thierry Paulin, se retrouve très seul. Il se retrouve sur le devant de la scène, lui qui voulait être dans le spectacle, il a été servi. En l'absence de Paulin, un procès sans véritable enjeu. Et c'est le sourire aux lèvres que Jean-Thierry Mathurin fait son entrée dans le box de la cour d'assises de Paris. Le public n'en croit pas ses yeux. L'accusé sait qu'il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Mais c'était simplement les flashs qui l'avaient fait oublier la réalité. Je lui en ai parlé et il m'a dit « Je suis désolé, je n'ai absolument pas voulu être irrespectueux ». Et à ce moment-là, il a changé effectivement son comportement. Les gens attendaient, comme il disait à l'époque, une folle, entre guillemets, et ils voient un jeune homme propre sur lui, assez cadré, qui s'exprime correctement, donc très éloigné de l'image qu'on pouvait en avoir. Les 7 crimes qu'il a avoués, il les a véritablement avoués en indiquant qu'il se repentait et en indiquant que ces vieilles dames le hantaient et le hanteront toute sa vie. Des regrets qui seront jugés sincères par la cour d'assises, y compris par Philippe Bilger, l'avocat général. Mathurin avait apparemment une faiblesse de caractère qui le rendait tout à fait influençable. Mais je ne veux pas non plus abuser de ce contraste et faire de Mathurin un agneau alors que Paulin aurait été le criminel dans toute sa splendeur horrible. On sentait l'odeur de Paulin dans ce box de la cour d'assises. Il était présent, Paulin. Son fantôme était là. Je tenais compte de la présence obsédante de Paulin. S'ils avaient été ensemble aux assises, j'aurais été, sur un certain plan, encore plus sévère avec Paulin. À l'heure du verdict, l'accusé Mathurin est reconnu coupable. Il est condamné à la prison à perpétuité, dont 18 ans de peine incompressible. Aujourd'hui, Jean-Thierry Mathurin a achevé de purger sa peine. En 2009, il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. Après 22 ans passés derrière les barreaux, il s'est cultivé, il a appris à lire, à écrire, il a passé des diplômes. À plus de 50 ans, Jean-Thierry Mathurin a tourné définitivement le dos à ses rêves de célébrité. S'il est désormais retombé dans l'anonymat, le visage de son ex-amant, lui, restera inscrit dans l'histoire judiciaire.
Paulin a son nom gravé au panthéon du crime. Je pense qu'il a l'espèce de record absolu au palmarès criminel des tueurs en série. Il a marqué ce siècle. Aujourd'hui, 30 ans après, on parle encore de lui. Celui-là a une place à part par le nombre de meurtres, bien sûr, et par le fait qu'il a disparu même avant d'être jugé. C'est le serial killer le plus important de ces 50 dernières années, pourrions-nous dire, hein, très très largement. Très largement. Lorsque Kathleen Dannecker est transportée aux urgences suite à un malaise, les médecins n'arrivent pas à la sauver. Des analyses poussées sur le corps de la victime amènent la police à faire le lien avec 2 autres malaises similaires signalés dans la région. À chaque fois, les victimes avaient pris un médicament contre le rhume quelques heures avant leur crise. S'agit-il d'un défaut de fabrication du médicament? A-t-il été volontairement empoisonné? Kathleen était-elle directement visée ou n'est-elle qu'une victime collatérale? Voici une nouvelle affaire de chronique criminelle. Un matin de février 1991, à Tacoma, dans l'État de Washington, Kathleen Dannecker, une maman sans histoire, se réveille un peu grippée. Elle se lève pour prendre un médicament quand soudain, elle est prise de violentes douleurs. Elle était dans la salle de bain et j'ai entendu un bruit. Kathleen? Le mari de Kathleen a trouvé sa femme étendue sur le sol, inconsciente. Il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Ça n'avait aucun sens. Elle était en bonne santé. Après 2 jours de coma, Kathleen décède. Sa famille est sous le choc. Après quelques problèmes de couple, elle venait de renouveler ses vœux de mariage avec son mari et rien ne semblait pouvoir gâcher leur bonheur. Alors que s'est-il passé ce matin-là? On étudie le passé de la victime pour savoir si quelqu'un en particulier pourrait être impliqué. Elle avait du cyanure dans le sang et elle avait avalé une gélule. Il pouvait y avoir un lien de cause à effet. Du cyanure dans le sang? S'agit-il d'un empoisonnement accidentel? Kathleen avait-elle des ennemis? Prescription mortelle. Retour sur l'une des énigmes policières les plus toxiques de ces dernières années. Prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les urgentistes sont habitués à être confrontés à toutes sortes de situations. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient vivre quand Kathleen Dannecker, 40 ans, est arrivée aux urgences ce jour-là. Elle avait été emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait été victime d'une sorte de crise. La cause de cette crise est un mystère pour les médecins de garde. Ça n'avait aucun sens. Elle était en bonne santé. La veille, Kathleen a renouvelé ses vœux de mariage avec son mari, Ken. Après une séparation d'1 an, leur vie conjugale semblait enfin avoir repris son cours. Cette mère de 3 garçons est à présent dans le coma entre la vie et la mort. Malgré leurs efforts, les médecins ne parviennent malheureusement pas à la sauver. 2 jours après son arrivée à l'hôpital, Kathleen Dannecker est décédée. Elle n'a même pas eu 24 heures pour profiter du fait que sa famille soit enfin réunie. Kathleen était tout pour eux. Elle s'occupait de sa famille et subvenait à tous ses besoins. Elle est partie en un instant. Comment ce drame a-t-il pu arriver aussi soudainement? Kathleen était en bonne santé. Alors pourquoi est-elle morte si brutalement? Quelques jours plus tard, une autopsie est réalisée. Et le médecin légiste n'est pas surpris de constater que plusieurs conclusions posent question. Les résultats des analyses présentaient des anomalies. Son taux de glucose, ainsi que son taux d'acide urique dans le sang, étaient très suspects. Et sa pression artérielle également. La plupart des médecins seraient incapables d'interpréter ces chiffres. Mais le même genre de mystère s'est produit à Seattle, dans l'État de Washington, 5 ans plus tôt. Les résultats sont quasiment identiques. Le médecin légiste s'est souvenu de l'affaire Stella Nickel, qu'il avait étudiée en détail. Stella Nickel, 42 ans,
avait mélangé des analgésiques avec du cyanure et avait tué son mari ainsi qu'une autre personne. Elle purge une peine de prison de 29 ans pour ce double meurtre. Un imitateur sévirait-il à Tacoma? Le médecin légiste ne veut rien laisser au hasard. Son intuition l'a poussé à réaliser des tests. Et ses doutes se sont avérés être fondés. C'est une révélation qui fait froid dans le dos. Kathleen Dannecker a été assassinée. Mais qui aurait pu en vouloir à cette mère de famille comblée? Et quel serait le mobile du meurtrier? Une tragédie survient dans la famille Dannecker un matin de février 1991. Après avoir ingéré un médicament très courant, Kathleen meurt subitement. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun doute, elle a été empoisonnée. Quand la police de Tacoma est informée de la découverte du médecin légiste, l'inspecteur Bob Yerbury rend visite à la famille de Kathleen pour leur apprendre la terrible nouvelle. Yerbury veut également explorer la possibilité que le remariage de Ken et de Kathleen ait déplu à quelqu'un. On se penche d'abord sur les proches de la victime. C'est arrivé tellement vite, je n'en sais rien. On étudie le passé de la victime pour savoir si quelqu'un en particulier pourrait être impliqué. Elle était dans la salle de bain et j'ai entendu un bruit. Kathleen ? Yerbury apprend que Kathleen souffrait d'un rhume le lendemain de son mariage et qu'elle avait pris un décongestif. C'est peu de temps après que sa mère a entendu des bruits venir de la salle de bain. Le mari de Kathleen a trouvé sa femme étendue sur le sol, inconsciente. Il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Il a réagi exactement comme n'importe quel mari l'aurait fait. Les gélules que Kathleen a prises auraient-elles un lien avec sa mort? Ça semblait peu probable qu'elle ait été prise pour cible. Elle semblait plutôt avoir été victime d'un malheureux concours de circonstances. Dans l'idéal, il faut toujours analyser une scène de crime le plus vite possible. Mais comme l'enquête n'avait commencé que 3 semaines après sa mort, notre seule option était de tenter de trouver la cause du décès. Cela consistait principalement à rassembler le plus d'informations possible pour identifier la substance en question. On voulait savoir ce qu'elle avait fait ce matin-là, quelles étaient ses habitudes et ce qui s'était passé avant qu'on la trouve inconsciente, et s'ils avaient toujours le médicament. La boîte contenait 10 gélules au total. Il n'en restait plus que 6 quand on l'a récupérée au domicile des Dannecker. Il n'y a pas de temps à perdre. Si le décès de Kathleen a été causé par un médicament trafiqué, plusieurs milliers de vies sont peut-être menacées. Le moyen le plus rapide pour le savoir est de procéder à des analyses au laboratoire de la FDA à Seattle, l'Office de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments. Le lendemain soir, à l'autre bout du pays, David Kessler, le nouveau commissaire de la FDA, reçoit un appel téléphonique à son domicile. J'imagine que ça doit être important. Un coup de fil dont il se souviendra toute sa vie. À l'autre bout du fil se trouvaient les enquêteurs du bureau de Seattle. Ils m'annonçaient qu'il y avait eu un cas de décès qui pouvait avoir été causé par du cyanure. Je vous mets sur haut-parleur. Kessler apprend que les résultats des analyses du médicament de Kathleen Dannecker sont arrivés et qu'ils sont très inquiétants. Rien ne prouvait alors qu'il y avait du cyanure dans les gélules. Mais ils avaient trouvé autre chose. Et ces résultats mettaient en évidence un indice capital. Elle avait du cyanure dans le sang et elle avait avalé une gélule. Il pouvait y avoir un lien de cause à effet. Aucune des gélules restantes ne contenait du cyanure. Mais il y avait un indice.
Le numéro de série de la boîte ne correspondait pas à celui sur la plaquette. Quelqu'un avait retiré la plaquette, mis du cyanure dans une gélule, remis la plaquette dans une boîte, mais pas dans la boîte portant le numéro de série correspondant. La FDA en a tiré la conclusion que quelqu'un avait trafiqué la boîte de gélules avant de la replacer en rayon. L'enquêteur de la FDA donne d'autres informations à Kessler. Oui, bien, l'empoisonnement au cyanure reste une possibilité. Pour la police, il est clair que les médicaments de Kathleen ont été trafiqués. Les traces de cyanure retrouvées dans le sang de la victime le prouvent. Est-ce une négligence de la part du laboratoire pharmaceutique ou y a-t-il eu réellement intention de tuer? Kathleen Dannecker meurt après avoir ingéré des médicaments empoisonnés au cyanure. Et elle n'est peut-être pas la première victime. Non loin de là, à Tumwater, dans l'État de Washington, une autre personne aurait présenté les mêmes symptômes. Jennifer? Jennifer, qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'un médecin, ma femme est prise de convulsions. Est-ce qu'elle a pris de la drogue ou un médicament? Elle a pris un décongestif. Ses yeux se révulsent et de la mousse sort de sa bouche. La victime est Jennifer Melling, une institutrice de 28 ans. Les médecins ne savaient pas ce qu'elle avait et l'ont emmenée à l'hôpital. Jennifer perd rapidement connaissance. Ils ne savaient pas ce qui lui arrivait. Il pouvait y avoir plusieurs explications possibles. Malgré les efforts des médecins, Jennifer tombe dans le coma. Il semble ne rien pouvoir faire pour elle. C'est alors que Joseph, son mari, émet une hypothèse. Je me souviens d'une histoire à la télé. C'est peut-être du cyanure. Pendant que les médecins essayaient de comprendre la cause de son coma, son mari a suggéré un empoisonnement au cyanure. Faites-lui un lavage gastrique. C'est une étrange suggestion, mais les médecins sont prêts à tout essayer pour sauver leur patiente. Après avoir identifié l'empoisonnement au cyanure, ils ont réussi à la stabiliser. Le lendemain, Jennifer sort du coma. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux et ma mère a dit « C'est un signe, elle va s'en tirer ». Je suis sortie du coma alors que j'avais absorbé 3 fois la dose mortelle de cyanure. Normalement, je n'aurais pas dû survivre à ça. 2 empoisonnements au cyanure en un mois. Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Kessler apprend que Jennifer n'est pas rentrée chez elle. Elle serait allée se reposer chez ses parents. La police avait aussi interrogé son mari. Monsieur Melling, vous pouvez nous raconter votre version des faits? Joseph Melling nous a dit que sa femme était malade et qu'elle avait pris un antihistaminique dans l'armoire à pharmacie. Il en avait acheté plusieurs boîtes récemment. Et il nous a dit qu'il savait que sa femme n'avait pas tenté de mettre fin à ses jours et qu'il n'avait pas essayé de la tuer. Joseph affirme être chanceux d'être encore en vie. Il montre aux enquêteurs qu'il manque 2 gélules dans la boîte en question. Celle qui a failli tuer Jennifer et une autre qu'il a lui-même avalée le jour d'avant.
La boîte était presque pleine. Il manquait la première gélule et j'avais pris celle d'à côté. Stevens récupère tous les médicaments de la jeune femme pour les faire analyser. Le fait que Joseph ait suggéré lui-même au médecin l'idée d'un empoisonnement au cyanure lui semble étrange. Chérie ? Pourtant, si c'était lui le meurtrier, pourquoi aurait-il appelé les urgences et informé les médecins du poison utilisé? Et quel aurait été le mobile du meurtre? Même s'ils se disputaient souvent, comment aurait-il pu souhaiter la mort de Jennifer? On a appris qu'ils se séparaient souvent avant de se remettre ensemble, mais ils nous ont confirmé n'avoir aucun problème majeur. Avec Joe, on s'entendait très bien à certains moments et on ne se supportait plus à d'autres. Joe était très sociable et très drôle, mais aussi très sensible. Rien ne permet à ce stade d'impliquer Joseph dans ce qui est arrivé à sa femme. Une heure après avoir reçu le coup de téléphone le plus important de sa vie, David Kessler ignore toujours l'ampleur de la situation. À ce moment-là, il y avait deux cas différents, dont l'un s'était soldé par un décès. Et il n'y avait aucun lien entre les victimes. Pour Kessler, les doutes subsistaient. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, des recherches dans un laboratoire pourraient changer le cours de l'enquête. Une enquêtrice de la FDA a trouvé un indice capital ce soir-là. Désolée de vous interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose. Dites-moi. Je vous ai envoyé un fax que vous feriez bien de regarder. D'accord. Elle avait étudié les boîtes de médicaments achetées par les victimes. Première constatation, elle ne trouve pas non plus de traces de cyanure dans les gélules restantes de Jennifer. Pourtant, comme pour Kathleen, le numéro de série de la plaquette de Jennifer ne correspond pas à celui inscrit sur la boîte. Et ce n'est pas tout. Les plaquettes de Jennifer et Kathleen portaient le même numéro de série. Cela signifie que les deux plaquettes proviennent de la même boîte et ont été replacées dans celles de Kathleen et de Jennifer après avoir été trafiquées. Ça laissait penser qu'un seul et même individu était derrière tout ça. Un lien est établi entre les deux affaires. Pourtant, 50 km séparent les deux victimes et elles ne se connaissent pas. C'est une découverte terrifiante. Quelqu'un empoisonne des innocents et le caractère aléatoire de ce crime inquiète l'ensemble des forces de police. S'ils n'interviennent pas rapidement, d'autres décès pourraient survenir. Y avait-il d'autres gélules de cyanure en circulation? Pouvait-on craindre que quelqu'un ouvre une boîte, en avale une et décède le soir même? Des milliers de boîtes de décongestifs sont vendues chaque jour dans la région. Il est maintenant 21h30 dans l'État de Washington. Sur la côte ouest, les infos de 10 heures étaient la seule opportunité restante pour mettre en garde la population. Il fallait éviter de créer une panique, mais le plus important, c'était de protéger les gens. Une semaine après avoir été promu commissaire de la FDA, Kessler prend une décision courageuse et risquée. Il demande aux chaînes d'information de la côte ouest de diffuser une mise en garde. Faisons une annonce publique. Les télévisions donnent leur accord sans tarder. Un médicament contre le rhume a été mélangé à du cyanure. On l'a annoncé aux infos de 10 heures selon nos directives. Mais je ne m'étais pas préparé à ce qui allait se passer ensuite. À Tacoma et à Seattle, dans l'État de Washington, à plus de 50 km de distance, Kathleen Daneker et Jennifer Melling sont victimes d'un empoisonnement au cyanure. S'agit-il d'une coïncidence ou étaient-elles toutes les deux visées? La police fait maintenant face à une situation d'urgence. Quelqu'un a empoisonné deux femmes en mettant du cyanure dans un médicament courant. L'une des victimes, Kathleen Daneker, est décédée et les deux affaires semblent liées. D'autres personnes risquent de mourir si le coupable n'est pas identifié rapidement.
On peut acheter du cyanure facilement. C'est une des substances les plus souvent utilisées pour empoisonner les gens, car elle est particulièrement mortelle. Le cyanure empêche votre corps d'absorber l'oxygène. Donc même si vous pouvez respirer, vous ressentez le manque d'oxygène dans votre corps. Quelqu'un utilise cette substance, généralement employée comme nettoyant industriel ou comme insecticide, pour commettre des meurtres. Les autorités veulent bien sûr identifier le responsable, mais l'urgence est ailleurs. On se demandait ce qu'il fallait faire. Ça pourrait être l'œuvre d'un dérangé, comme de quelqu'un qui choisit ses victimes. Comment choisit-il ses cibles? Et combien de personnes vont mourir avant qu'ils ne soient attrapés? Les autorités demandent à tous les habitants de l'État de ne pas prendre de décongestifs en gélules. L'avertissement de la FDA est diffusé sur la côte ouest le lendemain matin aux infos de 10h. Peu de temps après, une situation de crise est officiellement déclarée. Il y a eu une autre mort inexpliquée. La plaquette est identique au précédent cas. Qu'est-ce qui se passe? On a un troisième cas. On a appris qu'un autre incident similaire s'était produit plusieurs semaines plus tôt. La troisième victime est Stanley McWhorter, un vétéran de la guerre du Vietnam de 44 ans et père de 3 enfants. Stanley dégageait une présence incroyable. Quand il entrait dans une pièce, on le remarquait. Stanley était un père épatant. Il était incroyablement proche de ses enfants. Il passait tout son temps libre avec eux. Il était toujours en train de rire et de faire l'imbécile. Il avait une santé de fer. Il ne tombait jamais malade. T'as les décongestifs que je t'ai demandé? Oui. Il avait parfois des sinusites. C'est comme ça que tout a commencé. Je me sens pas bien. Il a dit ne pas se sentir bien et tout est allé très vite. Il ne s'en est pas remis. Stanley? Stanley? Appelle tout de suite les secours! Stanley! Jane n'aura jamais l'occasion de lui dire au revoir. Stanley décède le lendemain à l'hôpital, laissant sa famille dans l'incompréhension. Les médecins ne parviennent pas à identifier la cause du décès. Même s'il n'y a pas d'enquête, le médecin légiste récupère les médicaments de Stanley pour les faire analyser. Les jours qui suivent, Jane et ses enfants tentent de faire face à la mort de Stanley. J'étais une vraie épave. On ne savait rien, je ne dormais plus, je ne mangeais rien. Ce genre de tragédie n'a pas que des répercussions mentales, mais également physiques. Deux semaines après la mort de son mari, Jane reçoit un coup de fil d'un ami qui lui demande d'allumer la télé. Les plaquettes des gélules trafiquées portent le numéro de série 8U2846. Les clients doivent ramener toutes les boîtes portant ce numéro de série au magasin où ils l'ont acheté. L'avertissement de la FDA qu'elle voit à la télévision lui glace le sang. Il s'agit du décongestif que Stanley prenait. J'ai eu l'impression que ma tête explosait. Jane appelle le médecin légiste pour savoir si la plaquette du décongestif que Stanley a pris porte le numéro de série annoncé à la télévision. J'ai dit, c'est le lot 8U2846. Il m'a demandé de patienter. Il est revenu et m'a dit, bingo. C'était ça. C'était donc ça. La plaquette de Stanley porte le même numéro de série que celui de Kathleen Daneker et de Jennifer Melling. Jane découvre l'horrible vérité. Son mari n'est pas mort de cause inconnue. Stanley a été assassiné.
Quand j'ai appris que c'était un meurtre, je n'y croyais pas. J'ai eu comme un nœud à l'estomac. J'ai l'impression que ça ne m'a pas quitté depuis. Ce genre de choses n'arrive jamais normalement. Mais là, si. La nouvelle de la mort de Stanley McWhorter met une pression supplémentaire sur Kessler, qui est maintenant au téléphone depuis plus de 3 heures. Il y avait maintenant 3 cas différents. On devait retirer ce médicament de la vente. Sans plus tarder. À 4 heures du matin, le commissaire de la FDA, David Kessler, a appelé le PDG. Le PDG de la compagnie prend une décision radicale. Il demande le rappel de tous ses produits dans l'État de Washington. 225 000 gélules de décongestifs sont immédiatement retirées de la vente. C'est une mesure sans précédent, mais nécessaire. D'autres décès pourraient survenir. Certaines personnes pourraient déjà être en possession de gélules au cyanure sans le savoir. Et le tueur pourrait empoisonner d'autres types de médicaments. Je suis allé sur place le lendemain. Qui avait bien pu faire ça? Et comment? D'autres personnes étaient-elles en danger? Comment l'arrêter? La situation est critique. Pour Kessler, il y a urgence. Le meurtrier court toujours et n'importe qui peut être victime d'un empoisonnement. Qui aurait pu établir un plan aussi machiavélique? Jennifer Melling a eu de la chance de survivre à un empoisonnement au cyanure. Mais elle ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé. Quand elle apprend que les gélules au cyanure ont fait 2 autres victimes, Kathleen Daneker et Stanley McWhorter, elle est anéantie. C'était horrible. Horrible. Je n'avais pas repris le travail. Je ne pouvais pas encore conduire. Je n'arrivais pas à me concentrer et j'avais la tête ailleurs. Je me sentais mal. 2 personnes avaient trouvé la mort. Plusieurs milliers de vies sont en jeu. David Kessler, le commissaire de la FDA, ordonne le rappel de toutes les boîtes sur le territoire américain, soit près d'1 million au total. C'était une urgence sanitaire. On ne savait pas combien de gélules empoisonnées étaient encore en circulation. 3 autres boîtes trafiquées sont retrouvées dans la région de Seattle. Elles contiennent toutes les 3 des gélules avec une dose mortelle de cyanure. Ce sont 3 vies de sauvées. La première était dans un magasin, la deuxième avait été achetée par une cliente. Une femme de Tacoma peut se déclarer chanceuse d'être encore en vie ce soir. Le 22 février, elle a acheté 2 boîtes de décongestifs dans un supermarché de Lakewood. J'ai sorti la plaquette et la dernière gélule était différente des autres. On a retrouvé la dernière chez une autre cliente. J'en ai pris environ 6 cette semaine. Heureusement, elle avait entamé la plaquette de l'autre côté. Tandis que les autorités locales et nationales tentent de faire face à la situation, le FBI décide de collaborer avec d'autres agences gouvernementales. Leur objectif est de retirer toutes les gélules empoisonnées de la circulation et d'identifier le responsable. Rien ne permettait de dire que le crime organisé était derrière tout ça. Il s'agissait d'individus isolés qui voulaient nuire à d'autres personnes. Mais à qui le tueur cherche-t-il à nuire et pourquoi? Le mobile reste un mystère. Les enquêteurs étudient le passé des 3 victimes à la recherche du moindre indice. Il n'y avait aucun lien apparent entre ces 3 personnes. Ils n'avaient pas le même âge et ne se connaissaient pas. Mais un indice géographique attire leur attention. Toutes les boîtes contenant des gélules au cyanure avaient été achetées près de l'autoroute I-5. L'autoroute I-5 traverse un territoire qui compte plusieurs millions d'habitants. Où commencer les recherches? Ce n'était pas une affaire comme les autres. Le fait qu'on ignore tout des circonstances de ces meurtres rendait l'enquête encore plus difficile.
Les enquêteurs se demandent si Jennifer Melling, l'unique survivante, peut leur fournir plus d'informations. Elle n'est toujours pas retournée vivre avec son mari depuis son empoisonnement. Joe et moi avions abordé le sujet du divorce et envisagé d'aller voir un conseiller conjugal juste avant mon empoisonnement. J'étais ensuite allée chez mes parents pour m'en remettre. J'avais besoin qu'on s'occupe de moi et je faisais confiance à mes parents. Sa femme a quitté leur domicile et il est le seul à avoir pensé à un empoisonnement au cyanure. J'ai quelques questions à vous poser. Aucun problème. Comme je vous l'ai dit, le FBI a repris l'enquête. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Sa suggestion était inhabituelle. Elle a pris un décongestif. Joseph Melling explique comment lui est venue l'idée de ce diagnostic. Je leur ai demandé s'ils avaient pensé à un empoisonnement. Je me suis souvenu d'une histoire de gélules empoisonnées au cyanure que j'avais entendue il y a plusieurs années. Alors j'en ai parlé. C'est plausible. Cette affaire avait eu lieu dans l'État de Washington et les médias en avaient beaucoup parlé. Mais cette explication ne convainc pas les enquêteurs. Ils interrogent les employés de la compagnie d'assurance où ils travaillent et découvrent un détail intéressant. J'ai eu comme un doute. Comme tout bon assureur, il avait souscrit une assurance vie pour sa femme et lui auprès d'une de ses collègues. Il m'a posé différentes questions, surtout sur l'empoisonnement. L'empoisonnement. Il lui avait demandé si l'assurance s'appliquait à un décès par empoisonnement et si ça impliquait une double indemnisation. C'était bien le cas. Mais l'empoisonnement doit être prouvé dans le rapport du médecin légiste. Joseph Melling aurait alors touché 700 000 $. Cette conversation a eu lieu 10 jours avant l'empoisonnement de Jennifer. Joseph Melling pourrait-il avoir empoisonné sa femme pour toucher les 700 000 $? Mais alors, pourquoi lui avoir sauvé la vie? Cela ne semble pas logique. D'autant que Jennifer ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Elle avait réemménagé avec lui et refusait de coopérer. Elle essayait de sauver son mariage. J'avais besoin de retrouver une certaine routine. C'était ma priorité. On était toujours mariés. Je ne savais pas si on allait le rester, mais je voulais faire tout mon possible pour que ça fonctionne. Bonjour Jennifer. C'est une surprise, vous êtes rentrée? Oui. Elle ne serait pas retournée avec son mari si elle le soupçonnait d'avoir tenté de la tuer. Le FBI décide de fouiller le domicile des Melling et découvre un détail surprenant. Un mois plus tôt, un magazine avait publié un article sur l'affaire Stella Nickel. Melling a-t-il suggéré un empoisonnement au cyanure au médecin après avoir lu cet article? Ou l'affaire Stella Nickel lui a-t-elle donné l'idée de tuer sa femme? Comme les Melling font front commun, les enquêteurs doivent tenter de comprendre par un autre moyen ce qui s'est réellement passé. Un juge fédéral nous a donné l'autorisation de placer le téléphone de Joseph Melling sur écoute. Si Melling est coupable, il cache bien son jeu. Même Jennifer ne sait plus vraiment quoi penser. Je voulais des preuves et la police ne pouvait m'en fournir aucune. Il ne semblait même pas être sur la défensive et il trouvait juste cette hypothèse ridicule. Comme il évoque rarement l'événement au téléphone, les enquêteurs décident de placer un micro à son domicile. Joseph Melling savait qu'on le suspectait et faisait très attention à ce qu'il disait au téléphone. On n'avait pas assez de preuves pour l'inculper. On a donc demandé à un juge fédéral l'autorisation de placer un micro chez lui pour que l'on puisse non seulement écouter ses conversations téléphoniques, mais également tout ce qu'il pouvait raconter quand il n'était pas au téléphone. C'est très rare. En 40 ans de carrière en tant qu'assistant du procureur, c'est la seule fois où j'ai vu un juge fédéral approuver cette mesure. Ils peuvent maintenant écouter toutes les conversations du couple. Quand les membres de sa famille étaient au téléphone, il parlait naturellement de l'affaire parce qu'elle avait fait la une des journaux. À qui tu parles? À ta tante Carrie. Après que sa mère ou son père ait raccroché, il leur criait dessus pour en avoir parlé. Allez, raccroche.
Joe! Tu parles pas au téléphone. Il semblait plus à l'aise pour parler de l'affaire quand personne n'était au téléphone, car il ne pensait pas être sur écoute. Le FBI l'écoute 24 heures sur 24. Mais rien de ce qu'il dit n'est suffisant pour l'incriminer. Les jours passent. Rien ne permet concrètement à la police d'établir un lien entre Joseph Melling et les gélules de cyanure. Vont-ils enfin arriver à le confondre? Plusieurs mois après les meurtres, l'enquête piétine. Les inspecteurs espèrent toujours relier ces trois affaires au mari de Jennifer. La persévérance finit par payer. Un jour, une conversation entre Joseph Melling et son père attire particulièrement l'attention du FBI. Le FBI m'a posé des questions sur le cyanure. Quand je me suis perdu à Kent, je suis entré dans une sorte de laboratoire. Ils vendaient du cyanure et je ne sais pas ce que j'ai pu toucher. Pourquoi ça t'inquiète? À cause des empreintes digitales. On avait entendu Joseph dire qu'il était allé dans un magasin de produits chimiques à Kent. Il a ensuite parlé de cyanure. Je crois qu'on le tient. Les enquêteurs décident de retrouver le magasin en question. À Kent, dans la banlieue de Seattle, il y avait 11 magasins qui vendaient des produits chimiques. Vous avez dit Melling, c'est ça? Oui, M-E-L. Un seul magasin correspond à la description de Melling. En janvier? A-t-il acheté du cyanure à cet endroit quelques mois auparavant? Dans l'État de Washington, il faut remplir un document en précisant son nom, sa date de naissance et son adresse. Un seul client a acheté du cyanure 3 semaines avant l'empoisonnement de Jennifer. Mais le nom donné par le client ne correspond pas. Il avait les cheveux noirs, une moustache et mesurait environ 1,75 m. Un homme avait acheté du cyanure. Il avait rempli le registre au nom de Richard Johnson, avait montré son permis de conduire, donné son adresse et marqué la date. Richard Johnson et Joseph Melling pourraient-ils être une seule et même personne? Si c'est le cas, c'est l'indice que les enquêteurs attendaient. Mais comment le prouver? On avait l'écriture du client en question grâce au registre. On pouvait donc la comparer à l'écriture de notre suspect. Melling est rapidement convoqué au bureau du FBI pour être soumis à un test graphologique. Un détail en particulier a attiré l'attention des détectives dans le registre. Si Melling le reproduit, le FBI tient le coupable. Pouvez-vous écrire la date du 11 janvier 1991? Le FBI doit analyser son écriture pour déterminer si c'est bien lui le tueur. On lui a demandé d'écrire plusieurs choses, dont le nom Richard Johnson, ainsi que la date du 11 janvier 1991. Les enquêteurs sont particulièrement curieux de savoir comment Melling va écrire cette date. Le Richard Johnson qui a acheté le cyanure avait inversé les deux derniers chiffres. Et Joseph Melling a fait la même erreur. Il s'agissait bien sûr du 11 janvier 1991 et pas 1919. L'inversion de ces deux chiffres suffit à convaincre les enquêteurs que c'est bien Joseph Melling qui a acheté le cyanure, empoisonné sa femme et tué 2 autres personnes. C'était une preuve supplémentaire. Le vendeur du magasin se souvenait parfaitement de Joseph Melling ainsi que des vêtements qu'il portait. On avait assez d'éléments pour mettre Joseph Melling en examen pour empoisonnement et pour meurtre. Je n'en revenais pas. J'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. Mon mari avait essayé de me tuer. Est-ce que j'avais vraiment épousé un homme capable de commettre un meurtre de sang-froid? À son procès, Melling prétend qu'il n'a rien à voir avec les empoisonnements et qu'il est victime d'une série de coïncidences. Le procureur utilise ces mêmes coïncidences pour étayer sa théorie selon laquelle Joseph Melling est le meurtrier. Se sentant prisonnier d'un mariage malheureux, Melling entrevoit une porte de sortie en lisant un article sur l'affaire Stella Nickel. Son mobile est le même que celui de Nickel, toucher l'argent de l'assurance vie.
On peut dire que Melling avait tout organisé avec soin. Il commence par acheter le poison dont il a besoin, du cyanure. Il fait ensuite modifier le contrat d'assurance vie de Jennifer. C'est notre nouveau contrat d'assurance vie. D'accord. T'as juste à le signer. Il fait doubler ses indemnités. Puis, il prépare les gélules mortelles. Joseph Melling les a ensuite placés aléatoirement dans différents magasins le long de l'autoroute I-5 pour brouiller les pistes. Et afin qu'on ne le soupçonne pas d'avoir voulu tuer sa femme. Le jour même où la nouvelle assurance vie de Jennifer rentre en vigueur, son mari est prêt. Il m'a dit, je t'ai acheté des décongestifs. Merci, je devrais en prendre un. D'accord. Bonne nuit. Merci. Je me suis dit, ok. En arrivant dans la chambre, j'avais du mal à respirer. Je sentais que mes poumons se remplissaient, mais je manquais d'air. Je me souviens de m'être dit que je devais économiser mon souffle pour pouvoir appeler à l'aide. C'est la dernière chose dont je me rappelle. Persuadé d'avoir mis une dose suffisante de cyanure pour tuer Jennifer, Melling appelle les secours. Mais une fois à l'hôpital, il panique. Les médecins n'avaient pas pensé à un empoisonnement au cyanure. Ils devaient leur dire pour que sa mort soit considérée comme accidentelle. Melling ne touchera pas les indemnités de l'assurance vie si les médecins décrètent que sa femme est morte de cause naturelle. Il a 700 000 bonnes raisons de mettre les médecins sur la piste d'un empoisonnement au cyanure. Il voulait camoufler son crime en mort accidentelle en empoisonnant d'autres personnes. Un plan machiavélique qui a engendré la mort de Kathleen Dannecker et de Stanley McWhorter. Après 5 semaines de procès, Joseph Melling est reconnu coupable de 11 chefs d'inculpation, dont empoisonnement, dommages corporels et meurtre. Selon moi, Joe Melling est un menteur invétéré qui ne ressent aucun remords. Il a été cupide et stupide. Melling purge 2 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Je suis allée le voir en prison pour le regarder dans les yeux. Il avait le regard vide. J'en revenais pas. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Sa tentative de commettre le crime parfait a échoué. Et la réaction rapide des autorités a permis d'éviter d'autres drames. Le rappel sur ce médicament a permis de sauver 3 autres vies. Ce qui est tragique, c'est que l'on n'ait pas pu agir plus tôt pour empêcher ces 2 décès. L'entreprise pharmaceutique a fait ce qu'il fallait. Ça leur a coûté 17 millions de dollars, mais je les en félicite parce qu'ils se sont fixés comme priorité de protéger les gens. Depuis, les emballages ont changé pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise. Les proches de Kathleen et de Stanley éprouvent encore des difficultés à faire le deuil de ce qu'il s'est passé. Cathy était une femme formidable qui égayait le quotidien de tous les habitants de Tacoma, y compris le mien. J'ai absorbé 3 fois la dose mortelle de cyanure. Et je crois que les 2 personnes qui ont perdu la vie en avaient pris moins que moi. Je ne sais pas si je dois me sentir chanceuse. J'aurais aimé qu'ils aient la même chance que moi. Et notre émission est maintenant terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chronique criminelle sur NT1. Bonsoir à tous.